Je pense que le projet est né du fait que j'avais une documentation assez importante sur le trafic de drogue. En fait, j'ai eu envie de rencontrer des trafiquants de drogue par leur avocat, qui avaient parmi ses clients des trafiquants. Et voilà, je me suis dit, j'ai envie de leur poser des questions sur comment est leur vie quotidienne, comment sont leurs rapports avec leur famille, leurs enfants, comment ils dépensent leur argent. Voilà. Donc je me suis lancé dans une série d'entretiens avec ces gens-là. Et c'était intéressant parce que je voyais qu'il y avait un énorme décalage entre ce qu'ils racontaient et ce que j'attendais qu'ils me racontent. Je trouvais que leur vie était beaucoup moins romantique que ce que je m'y attendais, ou de ce qui est construit par le cinéma, par les romans. Voilà. Je trouvais qu'il y avait un décalage entre la réalité et la fiction qui m'a donné envie, moi, de faire une fiction réaliste. Et par ailleurs, j'avais aussi de la documentation disponible côté flic, parce que j'ai écrit avec Frédéric Tellier il y a quelques années un film qui s'appelait L'affaire Esquin, qui a été réalisé par Frédéric Tellier et qui était une grande affaire criminelle sur un serial killer qui s'appelle Andy George. Et j'ai gardé contact avec beaucoup de policiers qui m'ont bien orienté, bien informé sur ce qu'était la lutte contre le trafic de drogue. Voilà, donc de toute cette documentation, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire qui parle quand même de la France de 2018. Et j'ai bâti une histoire autour d'un personnage qui s'appelle Driss, qui est donc un policier d'origine algérienne, autour duquel s'est bâti le récit. Mais le point de départ, c'était un accès à la documentation qui m'a surpris, qui m'a intéressé. Je me suis dit que ça pouvait surprendre et intéresser également des spectateurs. D'une part, je me suis rendu compte en parlant avec eux, c'était des vies où le principal problème n'était pas la loi, n'était pas la police, mais était plutôt la concurrence. C'était sans arrêt des histoires d'arnaques, de carottes, comme on dit dans le milieu, entre trafiquants. C'est un milieu où il n'y a aucune solidarité, une concurrence féroce, et tous les gens à qui j'ai parlé, sans exception, je pense avaient été à un moment ou à un autre blessés, s'étaient pris une balle dans une jambe ou ailleurs, de la part de concurrents, trafiquants. Je me suis aussi rendu compte que c'est des gens qui vivaient à peu près au même endroit que là où ils étaient nés. C'est-à-dire qu'ils avaient gagné beaucoup d'argent à un moment, mais que c'était un argent qui ne leur avait pas permis de changer de case, en fait, ni sociale, ni géographique. Et voilà, tout ça me semblait un petit peu absurde. En plus de ça, les anecdotes, c'est que quand on rencontre des trafiquants ou des gens, des voyous, on voit leur nervosité, on voit qu'ils s'assoient. Enfin, il y en a un qui m'avait expliqué, effectivement, qu'il faut toujours s'asseoir le dos contre un mur, jamais le dos face à une fenêtre ou à une porte. C'est quand même des gens qui vivent dans un état de tension permanent. Le film est un polar, mais pour moi le polar c'est une forme, c'est une enveloppe, tout dépend de ce qu'on y met dedans. Si on ne met que de la tension, que de la violence, pour moi ça n'a pas grand intérêt. Dans cette enveloppe de polar, j'ai essayé de mettre moi effectivement des quêtes identitaires. Ce qui me semblait intéressant, c'est que ces personnages sont au-delà de savoir qui a tué qui et pourquoi, en quête d'eux-mêmes. Et ce personnage de Driss me semblait intéressant parce qu'effectivement c'est quelqu'un qui a voulu se construire en dehors de la cité dans laquelle il est né, et qui se rend compte qu'il est sans arrêt renvoyé à ses origines, et qu'il fait un choix assez extrême de rentrer dans la police, et qu'il se rend compte que pour monter dans la police, il faut qu'il accepte cette étiquette sociale de mec qui vient d'une cité, qui connaît des trafiquants, etc. Et il finit par accepter une promotion à la brigade des stupes parce que c'est un endroit où son parcours, son passé, son étiquette de banlieusard des Maghrébines sera valorisé. Et donc ses retours à la case départ, voilà ce dont parle le film Au-delà du polar. C'est un film qui est centré sur ces personnages qui ont effectivement des gros problèmes identitaires. Manuel, il a été construit à l'inverse de Driss, par contraste avec Driss, c'est-à-dire que c'est quelqu'un dont on sent qu'il a grandi seul, qu'il a manqué d'amour familial, et qui s'est jeté à corps perdu dans un clan marocain de trafiquants de drogue, et qu'il considère ce clan comme sa famille. Quand il se rend compte que les liens qu'il a à l'intérieur du clan sont beaucoup plus fragiles qu'il ne le pensait, lui aussi ça le bouleverse, et lui aussi ça le lance dans une sorte d'enquête sur lui-même. Voilà ce qui m'intéressait de faire, voilà ce qui m'intéressait de décrire dans ces personnages, des gens qui se mettent à réfléchir sur leurs choix, sur qui ils sont, et qui interrogent les liens qui s'entretiennent avec le groupe, avec la communauté, avec la nation, dans le cas de Driss. Voilà moi ce qui m'intéresse. Les gens sont tout le temps, les personnages sont tout le temps en mouvement, et la caméra est tout le temps à l'intérieur du groupe. Là où je vous rejoins, c'est que la mise en scène, elle imprime complètement une atmosphère, évidemment, dans le film, une impression pour le spectateur d'enfermement ou de grande liberté des personnages. Là, effectivement, le but était de sentir que les personnages étaient très enfermés dans leurs choix.
Alors effectivement, la caméra est très mobile, suit en permanence les personnages, et dans le cas de Manuel, c'est un personnage qui est totalement immergé dans un groupe. Donc ça, on dirait des longs plans séquences où il se meut à l'intérieur de l'espace, pas tout le temps en plan serré. Parfois il s'éloigne, parfois il revient près de la caméra. Mais ce que je voulais montrer, c'était un monde en perpétuel mouvement, dans une perpétuelle incertitude. Voilà, chaque récit, je pense, chaque récit demande une mise en scène différente, particulière. Non, enfin, il y a toujours des difficultés et les imprévus liés à un tournage. Par exemple, la scène de l'assassinat d'Imran. Bon, ça c'est un plan séquence qui dure 3 minutes et où le meurtre, intervient au bout de 2 minutes 30 de plan. Dans l'idée de rendre ce meurtre très brutal et très surprenant pour le spectateur. Bon, ça comporte plein d'imprévus parce que quand une voiture bouge dans Paris pendant 2 minutes 30 est censée s'arrêter à un feu rouge et que un scooter est censé arriver au bon moment, etc. Ça c'est les incertitudes et les complications d'un tournage, mais c'est des difficultés de cinéma. C'est un plan qu'on a dû refaire 8 fois, 9 fois. Une fois la moto est tombée en panne, il a fallu changer de moto. Il a fallu une fois c'est le mécanisme du parking qui s'ouvrait qui était de la même façon. Enfin bref, tous les réalisateurs qui se lancent dans des plans séquences un peu longs, un peu compliqués connaissent ce genre d'angoisse et de manque de contrôle sur le monde qui nous entoure. Heureusement, le monde est plus fort que le cinéma. Mais voilà, c'est le type de difficulté qu'on a eu. En revanche, le tournage en banlieue, ce serait plutôt là-dessus. J'aurais envie de mettre l'accent dans la cité dans laquelle le film passe beaucoup de temps, la cité Gagarine et laissante à Romainville-les-Lilas. On avait, je pense, la crainte que ça puisse mal se passer. Il y a beaucoup de tournages en banlieue où on sait que ça se passe pas forcément de façon très fluide, et là c'était le cas. On a été formidablement bien accueillis. On n'a eu aucun problème, aucun vol, aucune frustration d'aucune sorte. Peut-être parce qu'on a employé beaucoup de gens de la cité en figuration, puis aussi dans la logistique du film. Et aussi peut-être parce que je suis venu très en amont du film, discuter avec les gens, essayer de comprendre le ressenti sur leur propre cité, l'endroit où ils vivaient. Et ça a d'ailleurs un petit peu expliqué la façon dont on a tourné et filmé cette cité. C'est parce que j'ai essayé de me rapprocher le plus possible avec Guillaume Desfontaines, qui est le chef opérateur du film, du ressenti de ce que nous disaient les gens qui vivaient là. À savoir que c'est un endroit qu'ils aiment et auquel ils se sentent appartenir et qu'ils peuvent détester par moments. C'est les deux. Donc j'avais pas envie de montrer la cité de façon complètement anxiogène et moche tout le temps. Et il y a des moments où les plans peuvent être très beaux, très graphiques dans la cité, parce que je pense que ça se rapproche du ressenti des gens qui vivent là. C'est ambivalent. C'est ambivalent, c'est les deux, c'est de la détestation par moment et puis de l'amour, du sentiment de l'appartenance pour ce même lieu. Tout comme vous le disiez tout à l'heure, le personnage de Driss est ambivalent. C'est un film effectivement où il y a beaucoup de zones grises, où les personnes sont très ambivalentes parce qu'elles sont plongées dans un monde où il n'y a pas beaucoup de repères. Et avec au cœur de tout ça, le trafic de drogue, ou la lutte contre le trafic de drogue, est une lutte qui est également très ambivalente, où les policiers sont obligés de connaître les trafiquants. Effectivement, le film nage dans une zone grise permanente. Alors moi, je l'avais découvert un petit peu avant Les Jardins du Roi. Je l'ai découvert, comme beaucoup de gens, dans Bullhead, qui est un film flamand. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Pour moi, il a éclaté dans ce film parce que c'est un mélange de force et de fragilité. Et ce mélange-là, on le retrouve, je trouve, dans De rouille et d'os, qu'il a fait quelques années plus tard avec Jacques Audiard, aux côtés de Marion Cotillard, qui est là aussi un personnage qui était très fort physiquement et puis très cabossé, très fragile psychologiquement. Et c'est comme ça que je voyais Manuel. Je voyais quelqu'un qui était extrêmement adapté, hyper adapté à la vie violente et criminelle, et qui avait des failles intimes terribles. Donc un mélange de force et de fragilité. Et pour moi, c'était vraiment le casting idéal pour ce personnage-là, Mathias. C'est le premier comédien à qui j'ai proposé le film. Il a accepté, j'étais très content. Il a accepté aussi parce qu'il avait envie de travailler avec Reda Kateb, pour qu'il avait beaucoup de respect, d'estime. Voilà, sur ce film, le processus de casting, il a été simple, parce que
Reda Kateb, j'avais travaillé avec lui dans le film Loin des Hommes, qui est mon film précédent. On a beaucoup voyagé ensemble suite à ce film. On a beaucoup parlé. Et le personnage de Driss, je l'ai écrit pour lui, ce personnage. Donc là, pour moi, le casting dans ma tête, il était déjà fait. Et quand le personnage de Manuel a été définitivement établi et écrit, je l'ai proposé à Mathias pour les raisons que je viens d'expliquer. Donc là, le casting il a été extrêmement simple, évident et rapide. Ça arrive parfois. Et Reda Kateb est absolument bouleversant dans le film. C'est un acteur exceptionnel parce qu'il a beaucoup déjà de charisme physique, beaucoup de confiance dans son jeu et qu'il apporte toujours une sorte de mystère, d'opacité, de nuance à ses personnages qui est exceptionnel. En plus, c'est un plaisir vraiment de travailler avec lui parce que c'est une force de proposition. Enfin, en tout cas, moi, je laisse les comédiens toujours très libres de proposer, de changer les dialogues, de faire en sorte qu'ils se sentent libres, qu'ils ne se sentent pas des marionnettes entre les mains d'un réalisateur. Là, je peux donner une petite anecdote, par exemple. Moi, je fais intervenir effectivement les comédiens même dans l'écriture du scénario. Je leur demande s'il y a des choses qu'ils imaginent, qu'on pourrait rajouter, qu'on pourrait retrancher. Il y a une petite scène dans le film qui est née de ces discussions-là avec Reda Kateb, qui est la scène où il revient pour la première fois dans la cité et où il voit son père jouer à la pétanque. Il voit son père jouer à la pétanque, il le voit rire et c'est pour moi une scène qui est très touchante. Et c'est effectivement Reda qui avait eu cette idée-là, en disant tiens, j'aimerais bien qu'il rentre la première fois qu'il rentre dans la cité, on voit son père qui rit et on voit que c'est un rire auquel lui n'a plus accès. Il n'a plus accès à ce rire-là, à cette insouciance-là, parce qu'il a fait des choix qui l'ont coupé de ses racines. Voilà, ça c'est un exemple. Mais il y en aurait mille autres, et Mathias Schoenaerts, il a lui aussi intervenu, sur certaines scènes, certains ajouts. Et j'aime beaucoup travailler avec les comédiens de cette façon-là. Et quand on a des comédiens comme Reda Kateb et Mathias Schoenaerts qui sont extrêmement inventifs, extrêmement intelligents, j'aurais été bête de m'en priver.